bien plus safe de laisser 1 heure son enfant de 10 ans sur ChatGPT que tout seul sur Internet. Si je suis optimiste, je ne suis pas naïf sur ça. Il y aura des choses extrêmement positives, il y aura des choses extrêmement négatives. À nous de faire en sorte que la balance, elle penche plus du côté du positif que du négatif. Quel impact aurais-tu aimé laisser dans ce monde pour tes enfants? C'est dur comme question. Hi everyone, I've got a small favor to ask. I know that many of you have been watching these conversations over the past couple of years with people who inspire. It would mean a lot to us and it would help us continue to have these conversations if you would just subscribe to the channel. Thank you. Julien, bienvenue. Bonjour. Et bonne année. C'est la dernière fois que j'ai dit bonne année cette année. Bonne année également, oui. Bon, merci d'être venu premièrement. Et en fait, quand je regardais ta bio, je n'avais pas réalisé que tu avais une aussi riche carrière dans d'autres domaines. Moi, je te connais comme Monsieur IA. Je crois que c'est un peu ton focus pendant les 2 dernières années. Et en fait, je voulais commencer avec des nouvelles récentes que j'ai lues sur Internet, sur LinkedIn, principalement au cours des 2 dernières semaines. DeepSeek. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du DeepSeek, c'est quoi en fait? DeepSeek, c'est la nouvelle hype du moment. On en entend beaucoup parler depuis quelques jours. Après, pour ceux qui sont dans le métier, c'est un acteur qui était plus ou moins connu, mais qui était déjà existant. Donc, c'est un acteur chinois qui développe des modèles open source. Et on en entend pas mal parler depuis 10 jours, on va dire, parce qu'ils ont sorti un modèle 3, puis un modèle R1, qui est un modèle de raisonnement qui est similaire à ce que propose OpenAI avec le modèle O1. Donc un modèle de raisonnement, c'est un modèle qui va vraiment, comme un humain réfléchi, il va prendre le temps par des concepts qui s'appellent de prompting, de chain of thought, sur lesquels il va décomposer sa réflexion pour pouvoir avoir une profondeur et avoir des propositions beaucoup plus enrichies. Donc, ce sont parmi les modèles les plus performants sur le marché. Et donc, on en entend beaucoup parler parce qu'ils ont sorti ce modèle R1 qui arrive à avoir des performances similaires, voire même meilleures que OpenAI, qui est considéré comme le leader sur le marché. Et alors qu'il a été entraîné à des coûts bien moindres. On parle de 6 millions de dollars pour entraîner la version 3, alors que pour le même exercice, OpenAI, ça va être des centaines de millions de dollars. On en parle beaucoup parce qu'il est gratuit, parce qu'il est open source, donc les gens peuvent l'installer aussi localement. Donc on en entend parler pour plein de raisons et ça remet plein de choses en cause aussi. D'ailleurs, si tu suis le cours de bourse, lundi, il y a eu un micro crash des valeurs tech, notamment de Nvidia, qui a perdu 600 milliards de dollars de valorisation boursière. Donc c'est vraiment un crack colossal, même s'il récupère petit à petit, mais c'est l'effet d'annonce au final. Et donc au final, on est en train de s'apercevoir que toutes les méthodes qu'utilisaient les Américains et qu'utilisait OpenAI, elles sont en train d'être remises en cause par un modèle qui coûte bien moins. Qui est bien moins cher. Et en fait, là aussi, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle l'innovation sous la contrainte. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis qui mettent un embargo sur les puces Nvidia. Donc les Chinois n'ont pas accès aux meilleures puces, donc ils sont obligés d'utiliser des puces d'une génération précédente. Plein de contraintes qui fait qu'on a de l'innovation à l'arrivée et qui remet un peu en cause certaines grandes décisions prises par OpenAI d'abord et puis aussi par les États-Unis. Et ça coïncide 2 jours après la sortie de l'annonce tonitruante de Trump sur le projet Stargate, un projet d'investissement de 500 milliards de dollars avec Nvidia, avec OpenAI, avec Oracle, donc tous les grands acteurs de la tech et de l'IA. Et au final, on est en train de s'apercevoir qu'on n'est pas obligé de toujours investir plus et d'avoir les meilleures puces, les meilleures données, les meilleurs modèles pour faire des modèles qui soient similaires. Donc ça envoie plein de différents messages, notamment le fait que cette course, elle est en train de s'équilibrer, cette course à l'IA. Il y a même des experts qui parlent de moment Spoutnik. Ce moment Spoutnik, c'est le moment où on s'aperçoit que les États-Unis étaient seuls et qu'on a un autre acteur qui arrive au même niveau, voire qui le dépasse. Un peu comme Spoutnik, c'était les premiers à être rentrés dans l'espace. Enfin, je ne suis pas un expert dessus, mais c'est quelque chose dans cet ordre-là.
Et est-ce que tu as essayé? Oui, oui, je l'ai Et essayé. verdict? Verdict, assez impressionné des premiers tests que j'ai faits. Après, en général, en tant qu'Européen, où on s'amuse d'abord à tester, genre, Bien sûr. raconte-moi le massacre de la place Tiananmen sur lequel il est censuré. Donc, il y a plein de choses sur D'accord. lesquelles il est censuré. Après, il y a plein de manières de contourner cette censure, notamment en l'installant localement, etc., ou en utilisant un autre outil d'IA qui s'appelle Perplexity. Mais donc d'abord, on s'amuse un peu à voir ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Et puis après, s'il y a sur des tâches qu'on a l'habitude de faire, on les teste aussi et on voit si ça nous convient. Et moi, j'ai été assez agréablement surpris de ces résultats, effectivement. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Donc, tu utilises l'OpenAI, ChatGPT, maintenant DeepSeek depuis un certain temps. Et en fait, pour t'avouer, c'est toi qui m'as convaincu d'installer la version payante de Je n'ai aucune ChatGPT. part dans OpenAI, malheureusement, mais Parce c'est que disclaimer. j'étais toujours anti, en fait. Et c'est pas parce que je me sens supérieure du tout, au contraire, à l'intelligence artificielle. Mais si tu veux, il y avait toujours cette appréhension par rapport à... Et je me souviens pas qui avait dit ça. Je pense que c'est toi, qui avait eu un survey récemment que les femmes sont moins aptes à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elles ont l'impression de cheat, en fait. Ouais. Mais je me suis lancée, en fait, je l'utilise uniquement pour le moment pour améliorer mon travail plutôt que pour créer mon travail. Donc, que dirais-tu à quelqu'un qui n'a pas encore été converti à l'IA, qui est très anti? Okay. Quelle valeur ajoutée est-ce que ça pourrait avoir à sa vie? Ok. Déjà, j'essaie de ne pas convertir les gens. J'essaie à la rigueur de les convaincre que ça peut avoir un effet positif sur leur travail, que ce soit sur la qualité ou que ce soit sur la productivité. Je pense que la meilleure chose, c'est de montrer des exemples. Et moi, je sais que, et c'est comme ça que j'ai commencé mes formations, on m'a demandé de venir montrer comment j'utilisais. Donc, c'est vraiment pas, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, donc il y en a plein. Et chaque méthode est assez personnelle. Après, il y a des bonnes pratiques, bien sûr, qu'il faut enseigner. Mais on peut effectivement gagner énormément de temps. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est que mon niveau d'anglais est pas mauvais, mais du fait que je sois pas anglophone, et puis en France, on n'a pas une grande culture de la langue, donc on va dire que je me débrouille, mais ça m'a donné énormément de confiance en moi parce que j'avais des bases suffisantes pour bien parler, mais quand j'ai un assistant qui peut me draft des choses, je sais si j'ai le niveau suffisant pour me dire c'est bon, c'est pas bon, ça mérite encore de l'itération pour améliorer le résultat, etc., etc. Donc rien que sur cet exemple très précis, moi ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Mais il y a plein de tâches de tous les jours sur lesquelles le plus amusant, c'est de s'apercevoir que quand ChatGPT est down, à quel point on est rapidement devenu dépendant de cet outil-là. Alors, effectivement, cette dépendance, elle est à double tranchant, mais une fois qu'on a des bases, c'est comme je connais mes tables de multiplication, donc je peux utiliser une calculatrice pour me faire gagner du temps. C'est vraiment dans cette idée-là que je l'aborde. Après, on est vraiment au tout début de cette technologie. Donc, c'est mon argument aussi, c'est de dire que c'est un train qui va déjà extrêmement vite et qu'il faut monter dedans pour pouvoir ne pas être complètement décroché par ce qui se passe autour de nous, ne pas accroître des phénomènes d'illettrisme et digitaux. J'ai oublié le terme technique, mais enfin non. Ça va tellement vite, même en termes d'annonce. Tu commences ça par DeepSeek, qui est une news qui a moins d'une semaine. Donc c'est vrai que on est dans un environnement extrêmement changeant et il faut un peu s'accrocher, mais il faut avoir de la curiosité, il faut les tester. C'est vraiment des choses avec lesquelles on vit avec le temps. Ce n'est pas des tendances qui vont disparaître dans 5 ans. La hype va retomber. Il y en aura d'autres, mais c'est des tendances lourdes qui changent les sociétés, qui changent nos manières de travailler, qui changent nos interactions aussi avec nos outils, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça à enseigner, cette sensibilisation. Cette sensibilisation, elle est aussi extrêmement importante pour comprendre comment ça fonctionne, ne pas leur donner trop de crédit, trop de pouvoir, garder la main sur les résultats, etc. etc. Donc il y a tout cet environnement-là qui est pour moi extrêmement important à apprendre. Et moi, il y a aussi un des points sur lesquels j'appuie énormément, c'est que c'est une technologie sur laquelle un Maurice étant... il n'y a pas de différence entre un Américain, entre un Mauricien, un Français, un Australien. Celui qui veut utiliser les meilleurs outils d'IA générative aujourd'hui
À la rigueur, il va devoir payer 20 $ et il aura accès parmi les meilleurs modèles. Donc, c'est vraiment une révolution qui est quand même gratuite ou presque par rapport à plein d'autres révolutions sur lesquelles, que ce soit sur du hardware ou que ce soit sur de la technologie ou des infrastructures, Maurice a pu prendre 10 ans de retard par rapport à des États-Unis, etc. Donc là aussi, pour moi, c'est une chance de pouvoir Démocratiser tester. quelque Et part derrière, aussi. ouais, Oui. et c'est démocratiser, exactement. Ouais. D'accord. Mais est-ce que, je vais jouer l'avocat du diable un Ouais. petit peu. Donc, j'ai quelques questions par rapport à certaines appréhensions que j'avais, que j'ai toujours dans certaines mesures. La première, c'est que est-ce que tu n'appréhendes pas que l'IA peut rendre nous-mêmes ou nos enfants bêtes? Ouais, c'est souvent une peur primaire. Et dessus, je pense que c'est impossible d'avoir la réponse. C'est même encore aujourd'hui, je trouve ça compliqué de voir l'effet des calculatrices ou l'effet d'Internet et d'avoir accès à cette culture et d'avoir accès à l'information. Et puis cette information, elle est rentrée dans notre téléphone et au final, on est déjà des humains complètement dépendants d'une technologie. Donc oui, on est dépendant, c'est clair. Hein. Si demain il y a un apocalypse, combien de nous survivraient dans une forêt, ce genre de choses, c'est vrai. C'est des arguments qui sont totalement valables, mais derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité de comment peut-être je peux faire des choses plus intéressantes dans mon boulot, gagner du temps sur des tâches qui sont quand même pas véritablement utiles, constructives ou qui m'apportent des choses sur lesquelles j'ai pas l'impression de me nourrir quotidiennement quand je fais ce genre de choses. Il y a plein de débats, plein de questions, peu de réponses encore aujourd'hui parce qu'il faut du temps par rapport à ça. Après, ce qui est sûr, c'est que d'une règle générale, pour mes enfants, il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases. Souvent, l'exemple que je prends, c'est que, qui est peut-être pas bon, mais la manière dont je me projette, c'est aujourd'hui, on apprend une langue, on a notre langue native et à l'école, on va apprendre une seconde langue d'abord, pour les plus jeunes. Et on se dit qu'il faut parfaitement apprendre cette seconde langue parce qu'elle va nous être utile. Et puis, on arrive au collège et on commence à apprendre une troisième langue. Et en général, cette troisième langue, si on n'est pas trop mauvais, on arrive à la parler. Si on est un peu mauvais, comme moi à l'école en allemand, je sais compter jusqu'à 10 et encore. Oui. Et au final, peut-être que demain, on connaît la force d'apprendre des langues, surtout très jeune. Il y a un développement du cerveau, cognitif, ce genre de choses. On connaît le bénéfice. Donc peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois, on va s'apercevoir que au final, on va apprendre 6 mois de chinois parce que ça va nous développer ça. Et puis après, on va arrêter, on va apprendre 6 mois d'indien et puis peut-être 6 mois de coding, 6 mois d'italien, etc., juste pour nous donner ces capacités cognitives de pouvoir avoir cette compréhension sans avoir cette nécessité de parfaitement apprendre à parler italien ou chinois ou indien, parce que l'IA sera là pour nous et que de juste connaître les concepts suffisent pour vivre en fait et pour avoir un esprit critique, etc. Donc c'est comme ça que je le vois. J'ai souvent une version optimiste du progrès. C'est comme ça que peut-être que... voilà. D'accord. Et parfois, on entend que l'IA hallucine. En fait. Ouais. Est-ce que tu as, dans tes tests ou dans ton utilisation de tous les jours, have you encountered it, premièrement? Et deuxièmement, comment tu mets des garde-fous en place justement pour vérifier le travail, pour s'assurer que tu ne racontes pas n'importe quoi? L'IA hallucine. Plus elle hallucine, pour moi, ça veut dire que plus mal on l'utilise. Donc, avec moi, elle hallucine pas énormément. Parce que effectivement, après, si je suis absolument pas sûr de quelque chose, je vais aller le double vérifier. Donc peut-être que je vais pas m'apercevoir qu'il a complètement halluciné. Ou que peut-être, mais globalement, c'est des outils qui ont tendance à beaucoup halluciner. Et puis après, il y a les progrès. Hein, donc entre la version 3 puis la version 3.5, 4, et ça, tous ces modèles-là hallucinent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus perfectionnés. Mais il y a la pratique, la manière dont ils utilisent qui est clé aussi. Savoir poser la bonne question, savoir aller, comme tu dis, mettre des garde-fous en place pour pouvoir aller double vérifier une information, ça c'est clair que c'est évident. Après, j'avais fait un post LinkedIn sur le sujet, sur une étude qui est hyper intéressante, c'est que même sur la personne qui a reçu le prix Nobel de chimie, c'est grâce aux hallucinations des LLM qu'il a réussi à faire travailler des centaines de milliers
de cas de configuration. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver des nouvelles protéines, je crois, enfin ce genre de choses. Donc ces hallucinations, elles peuvent être aussi positives dans certaines mesures, dans certains cas. Après, pour nous qui l'utilisons tous les jours, il vaut mieux pas qu'elles hallucinent. Et pour moi, ça replace toujours l'expert dans son expertise. C'est que plus je suis expert sur un sujet, plus je vais savoir lui poser la bonne question, plus je vais être à même de savoir mesurer la qualité de sa réponse en fait. Par rapport à ce que j'aime bien dire, c'est que ChatGPT, pour moi, enfin, ou tous ces outils d'IA générative, ils rendent tout le monde moyen. Je peux devenir un moyen avocat, un moyen médecin, un moyen comptable, un moyen communicant, parce que ChatGPT, il me permet d'arriver à ce niveau-là sur lequel je n'avais pas beaucoup d'expertise. Mais si j'ai l'expertise suffisante, je vais immédiatement reprendre mon avantage compétitif parce que je vais poser des questions bien plus précises. Je vais savoir immédiatement si il fait fausse route ou s'il me dit des choses bonnes, etc., etc. Donc pour moi, il y a vraiment à la fois l'utilisation et à la fois la base d'expertise suffisante qui permet de juger tout ça. C'est pour ça que souvent on me demande quelles études il faut que les enfants fassent ou quoi que ce soit. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Pendant longtemps, on a dit ingénieur. Attends, t'es tranquille, ingénieur. C'est le seul métier sur lequel tu es sûr. Et là, c'est les premiers ingénieurs, les premiers développeurs qui sont en train de se faire. Ils n'ont plus de boulot en fait. Ils Pas doivent se encore tout à fait le premier réinventer. boulot, mais effectivement, avoir un impact extrêmement fort sur leur métier. Peut-être qu'on va perdre cette verticalité de l'expertise métier et on va reprendre un peu plus d'horizontalité où il va falloir être moyen dans plein de sujets différents pour pouvoir justement bien travailler. Alors ça, c'est aussi une certaine vision. Peut-être que ça ne sera pas vrai pour tous les métiers, bien évidemment. Mais je pense que c'est déjà une bonne base d'avoir une bonne connaissance sur un large sujet de compétences. Ouais. Est-ce que tu as des peurs par rapport à... Parce que ça, c'est mon autre appréhension. Est-ce que tu as des... Parce que je ne sais pas comment ça marche techniquement par rapport à la protection des données, en fait. Parce que demain, je fais un travail et je feed ce travail dans la base. Et elle me recrache quelque chose de formidable. Est-ce que ces données maintenant appartiennent à l'IA? Ça, c'est souvent une grande confusion qu'ont les gens. On parle beaucoup de confidentialité des données. On en parle d'ailleurs aussi avec DeepSeek parce que DeepSeek a ses serveurs en Chine et donc tout est stocké chez eux. Donc, ils vous donnent, on donne beaucoup d'informations à ça. Mais globalement, c'est des questions qu'il faut se poser, que le modèle soit américain, que le modèle soit chinois ou même, il faut savoir de comment nos données seront exploitées. Aujourd'hui, si on crée un compte gratuit sur ChatGPT, les données, si je lui donne une information extrêmement personnelle, elle ne va pas se retrouver dans la base de données. La base de données, elle est fermée, elle est hermétique, il n'y a que des ingénieurs d'OpenAI qui peuvent mettre à jour ces bases de données. Néanmoins, toutes ces conversations permettent d'entraîner le modèle. Donc, je lui donne une information confidentielle sur ma compagnie, ça va être stocké sur les serveurs d'OpenAI aux États-Unis. Okay? Mais de la même manière que si j'envoie une information confidentielle dans un mail, Gmail ou Microsoft, c'est sur les serveurs de Google ou les serveurs de Microsoft, c'est pareil. Donc dessus, il y a souvent des peurs un peu irrationnelles parce que c'est nouveau et que on aime bien faire de grands sujets sensationnalistes sur ce genre de choses, mais c'est des questions qu'on aurait déjà dû se poser quand j'envoie des informations extrêmement confidentielles par mail en fait. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes problématiques. Mais on peut avoir confiance dans les serveurs d'OpenAI de la même manière qu'on peut avoir confiance dans les serveurs de Google ou de Microsoft. Après, pour certaines compagnies qui gèrent des données confidentielles telles qu'en banque, telles que dans la santé, là, il y a peut-être même un cadre réglementaire sur lequel on ne peut pas faire sortir ces informations-là du pays ou de la juridiction, ce genre de choses. Donc, il va falloir développer et héberger ses propres données sur les propres serveurs et mettre des patchs de sécurité bien plus grands par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de solutions, qu'elles soient open source, qu'on peut développer localement, ou OpenAI a développé un ChatGPT entreprise sur lesquels là aussi il y a une confidentialité totale des données, etc. etc. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui, mais donc globalement pour résumer, une information confidentielle que je donne, elle ne se retrouve pas sur Internet. Ou moi, je ne veux pas savoir ton numéro de téléphone si tu l'as donné ton numéro de téléphone à ChatGPT 2 semaines auparavant. La base de données, elle est hermétique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était bien plus facile que des modèles tels que ChatGPT ou Claude, qui est un peu son grand rival américain, travaillent sur des bases de données fermées parce qu'il y a eu un entraînement sur de la data et il y a eu un nettoyage
par des humains, notamment des Kenyans, des Philippins, pour nettoyer la base de données et faire en sorte qu'elle soit safe. Ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est bien plus safe de laisser 1 heure son enfant de 10 ans sur ChatGPT que tout seul sur Internet. Après, il y a Elon Musk qui n'aime pas ce genre de théorie parce que lui, il est pour la liberté d'expression totale. Il ne veut pas avoir de garde-fou et il veut que son modèle dise tout et uniquement toute la vérité. Après, on a d'autres modèles comme OpenAI. Il y a des sujets sur lesquels il ne va pas répondre. Exactement de la même manière que l'exemple que je prenais tout à l'heure avec DeepSeek qui ne va pas répondre sur des questions sur le Parti communiste ou sur le massacre de la place de Tiananmen. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, par exemple, si je prends un exemple concret, donc j'utilise l'IA pour mon travail, j'ai fait un pitch par rapport à un travail que je vais essayer d'obtenir. Donc, ce pitch est particulier à ma compagnie. Je feed le pitch sur ChatGPT, il me donne une version perfectionnée. Et donc, si demain, toi, Julien, viens dire « je voudrais un super pitch sur ce sujet », ça ne va pas me recracher la même chose. Sauf si tu l'as mis en ligne et comme il a aussi accès à Internet, c'est le seul moyen pour que ça se retrouve en fait. Après, l'exemple que tu prends, ton service légal et ton service IT, ils ne vont pas être d'accord que tu fasses ce genre de choses. Mais globalement, il n'y a pas le risque dont tu mentionnais, même si des compagnies ne vont pas vouloir que leurs employés donnent des données confidentielles de leur entreprise sur ces modèles. D'accord. Et est-ce que tu penses que, en ce qui concerne le cadre, enfin je sais que c'est une question technique, peut-être c'est moi qui devrais répondre à cette question-là, mais le cadre réglementaire comme il existe, globalement, je ne parle pas de Maurice, donc tu m'as parlé d'Elon Musk justement, est-ce que tu penses que ça devrait être plus pro-protection de l'individu plutôt que justement, non, tout le monde peut faire ce qu'il veut, sauf si c'est illégal bien sûr? C'est une bonne question que les Européens, les Américains se posent, enfin que tout le monde se pose. Et on va voir l'Europe développer un AI Act qui a pour première mission la protection des individus et qui est très décrié pour plein de raisons parce que ils légifèrent avant même de pouvoir eux-mêmes savoir développer ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que c'est de la protection de l'individu en premier lieu. Donc oui, ça met un gros frein à l'innovation. Donc ça handicape des startups européennes dans le développement de modèles, de compagnies qui pourraient essayer de rivaliser avec les États-Unis ou avec la Chine. Oui, ça met beaucoup de contraintes par rapport à ça. Mais derrière, le pendant, c'est qu'il n'y aura pas de... cette AI Act, elle protège les gens sur lesquels il n'y aura pas de social credit scoring comme on peut commencer à en voir en Chine. Une IA qui t'appelle et qui décèle des émotions, parce qu'au final, tes émotions dans ta voix, que ce soit du wording ou que ce soit même le son de ta voix, au final, c'est que de la data. Et dans la programmation, si c'est un bon commercial qui a programmé sa manière de répondre, il va pouvoir profiter de tes faiblesses pour essayer de te vendre quelque chose. En Europe, là aussi, ça sera protégé, c'est légiféré, tout ce ne sera pas autorisé. Donc, tout ce qui va être medical device aussi, etc., etc. Donc, on a des lois pour protéger les individus par rapport aux différentes dérives. Mais c'est une loi qui est, a priori, extrêmement imparfaite sur plein de points également. On essaye d'anticiper en fait, mais on ne sait pas même dans 2, 3, 5 ans, on ne sait pas en fait ce que l'innovation va nous apporter, ce que l'IA va... C'est exactement ça, mais c'est même pas dans 2, 3, 5 ans, c'est dans 3, 4, 5 mois. Et donc c'est comment, et là c'est pas de la faute de l'Europe, mais comment légiférer sur des choses qui vont aussi vite et comment ne pas bloquer l'innovation tout en mettant des garde-fous pour protéger les individus. C'est extrêmement complexe, hein. Mais les Américains, notamment avec l'élection de Trump, ont pris le choix de ne pas légiférer. Il y avait la Californie qui avait même commencé à voter des lois qui étaient plus restrictives que les AI Act. Et en fait, avec l'arrivée de Trump, ça saute, ça ne va pas être voté, toutes ces lois ne vont pas être votées. Donc on va être vraiment sur un modèle le plus libertarien possible. Et ton opinion personnelle dessus? Qu'est-ce que tu aurais, dans un monde idéal, tu serais plutôt pro-innovation ou pro-cadre légal bien strict, réglementé? Je vois passer les deux arguments. Je vois quand même un peu plus passer des arguments pro-libéral parce que j'écoute des podcasts sur ça et que c'est des gens qui sont dans l'innovation, dans la tech, qui sont souvent en Californie. Donc, je suis quand même assez influencé par ce type de discours-là. Néanmoins, mon côté français-européen, avec
avec toute cette sécurité qui va avec, je le perds pas de vue au final. Donc, comme je te disais, je suis assez optimiste sur le fait que la technologie va pouvoir aider à résoudre beaucoup de choses. Néanmoins, il y a tellement de dangers associés à ça. Si on commence à parler de la guerre et de comment l'IA va changer ça, rien que ce sujet-là, c'est vrai que si on commence, quand on rentre dedans, ça fait extrêmement peur. Ouais. Oui, c'est clair, les enfants. Enfin, where do we Mais stop? donc il y aura son lot de choses extrêmement positives, il y aura son lot de choses extrêmement négatives, et c'est sûr que ça va arriver. Si je suis optimiste, je ne suis pas naïf sur ça, il y aura des choses extrêmement positives, il y aura des choses extrêmement négatives. À nous de faire en sorte que la balance, elle penche plus du côté du positif que du négatif. Et là, c'est vraiment à nous, les humains, de pouvoir, sur lesquels ça va se régler, ça va se jauger sur nos actions, sur nos décisions, sur une guerre commerciale qui peut ne plus être que commerciale entre la Chine et les États-Unis. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui sur lesquelles on voit que l'horloge de l'apocalypse, elle est très proche du moment. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne dose d'optimisme pour pouvoir c'est pas affronter plus mal, ces défis. Et justement, tu travailles avec énormément d'entreprises à Maurice, tu fais des formations. Je t'ai connu à travers le social media. Bon, moi, je suis sur aucun autre social media que LinkedIn. J'étais sur Facebook avant, mais je ne suis plus. Est-ce que ton expérience est que les entreprises à Maurice commencent justement à utiliser le pouvoir des social media? Enfin, je parle de LinkedIn principalement parce que c'est le seul que je connais. Je sais qu'il y a TikTok, il y a tous ces autres. Je pense l'outil professionnel, quand on parle de social media, c'est LinkedIn. Et donc, comment tu vois l'impact de ces outils finalement sur les entreprises, sur la performance des entreprises mauriciennes? Peut-être pour remettre un tout petit peu de contexte, c'est vrai que Maurice a connu le développement d'Internet, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux. Là-dessus, toi, c'est l'exemple que je te prenais. Maurice a peut-être eu 10 ans de retard par rapport à la connaissance et au développement d'Internet. Donc ça s'est plutôt fait de fin des années 2000 que début des années 2000. Et donc c'était l'émergence de Facebook, l'explosion de Facebook. Après, il y a eu Instagram, etc. etc. Mais donc les Mauriciens ont été très vite habitués à créer leur page Facebook, leur compte. C'est le média numéro 1 à Maurice. Aujourd'hui, on a 800 000 Mauriciens qui sont actifs sur Facebook. Donc, c'est le média numéro 1. Donc ça, quand j'étais à Circus, effectivement, il y a eu toute cette partie de conscientisation que les réseaux sociaux, c'était pas que pour les jeunes et que on pouvait vraiment avoir des messages forts, des messages pérennes, de la même type qu'un spot publicitaire en TV, etc. etc. Donc tout ça, il y a eu une éducation, et même pour les compagnies, c'était beaucoup moins cher de créer une page Facebook, enfin c'était gratuit, comparativement à créer un site internet qui coûtait encore, il y a 10 ans, encore beaucoup d'argent. Et une page Facebook, ça se créait en 2 minutes et on voyait des fans arriver, on pouvait échanger avec nos photos, clients, avec nos prospects. Donc là aussi, si les réseaux sociaux sont décrits sur beaucoup de choses, il y a eu aussi son lot de choses positives. Et depuis quelques années, notamment on va dire depuis le début des années 2000, LinkedIn a commencé à renforcer sa crédibilité parce qu'il y a eu moins de scandales. Il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de Cambridge Analytica, il n'y a pas de problème de maigreur et de confiance en soi des adolescentes sur Instagram, il n'y a pas toutes ces polémiques qu'on peut aussi avoir sur TikTok, etc. Donc en gros, LinkedIn, qui était un peu considéré comme boring à un certain moment donné, on s'est aperçu, mais au final, les gens sont bienveillants. Alors oui, il y a certains postes qui n'ont pas toujours beaucoup de valeur, mais c'est pratique pour trouver du travail, c'est pratique pour développer ma crédibilité ou ma visibilité si je suis un jeune entrepreneur. Donc mon branding. Ouais, exactement, c'est monté en puissance. La communication corporate, elle se fait aujourd'hui principalement sur LinkedIn pour une marque. Le nombre de grands acteurs mauriciens qui publient leur communication financière dessus, c'est plus fort qu'un communiqué envoyé. Il faut que ce soit, c'est très cadré presque aujourd'hui. Et puis, ces employés ou ces dirigeants ou ces entrepreneurs qui vont justement travailler un petit peu ce personal branding qui va être favorable donc, pour plein de raisons différentes, mais soit pour trouver du boulot, soit pour développer son expertise et sa crédibilité sur cette expertise-là, développer son réseau, développer sa visibilité, ou derrière mettre en avant ses produits si encore une fois j'ai ouvert une boutique et que je suis un artisan, ce genre de choses. Donc ça marche aussi vraiment bien et c'est un espace qui reste encore très sain globalement par rapport à d'autres plateformes social media.
sur lesquels il y a eu beaucoup de dérives. Oui, beaucoup de scandales et par rapport aux abus aussi. Je pense que jusqu'à maintenant, sauf quelques rares exceptions, tu vois toujours sur LinkedIn, il y a toujours cette image de... Bon, peut-être c'est une image beaucoup plus soignée. On va faire beaucoup plus attention dans ce qu'on partage, même en commentaire sur LinkedIn, alors que peut-être sur Facebook ou TikTok. Ça, c'est une idée qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est de supprimer l'anonymat sur Internet. Donc c'est une règle très très dure, mais au final, on en voit un peu les bénéfices sur LinkedIn, sur lesquels quand c'est ton vrai nom, tu vas pas insulter de la même manière, enfin tu vas pas insulter du tout en général, et si tu as quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord, bah, tu vas le dire correctement. Ce qui est un peu logique au final, hein. Ce qui est la base, mais ça se passe comme ça sur LinkedIn. Et souvent, bah, moi je me suis souvent dit par rapport à toutes ces dérives-là, et si Internet, on supprimait l'anonymat des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donnerait? Avec toujours encore, hein, il y aura du positif, il y aura du négatif, mais là peut-être plus de positif, hein. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu explorer de manière plus approfondie. Et comment tu maries les deux? C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais des formations, comment justement marier l'IA d'une part et la communication à travers le social media? Donc, tu utilises l'IA pour justement faire tes communications ou... Ouais. Alors, le but, c'est que si tu vois un de mes posts, ou même n'importe quel post sur LinkedIn, hein, si tu sens que c'est l'IA, c'est que le travail n'est pas bien fait. C'est comme une publicité, hein. Si tu sens que, aujourd'hui, si tu sens qu'il y a de l'IA, bah, c'est que c'est mal fait. Mais c'est pas le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est la personne qui n'a pas assez bien crafté son travail. De la même manière qu'il y a 10 ans, il y aurait un billboard avec un Photoshop mal fait, on n'aurait pas accusé Photoshop. On serait dit, mais non, mais pourquoi cette agence a validé ce genre de choses ou pourquoi le client a validé ce genre de choses? Non, c'est le travail qui n'a pas été suffisamment bien fait. Donc là aussi, on sait que ChatGPT, il est extrêmement biaisé dans sa manière de rédiger pour différentes raisons. Bah, si je fais des copier-coller, ça va pas marcher parce que les gens vont très vite s'apercevoir que c'est pas mon style et qu'il y a certains mots qui reviennent précisément comme des delves, il y a plein de mots comme ça que ChatGPT suremploie. Et donc, on n'a pas envie de lire quelque chose qui n'est pas personnel au final. Donc, les gens vont continuer à scroll. Donc ça, le lien entre la communication et l'IA, elle est évidente dans la mesure où, pour plein de personnes, on va pouvoir casser le syndrome de la page blanche, notamment pour des CEO qu'on peut accompagner, sur lesquels c'est pas évident, ou même un responsable financier ou un responsable légal, c'est pas facile de démarrer, de savoir ce qu'on va dire, de mettre en avant son expertise ou de faire du thought leader content sur lequel il va un peu donner son avis sur une loi qui vient de passer ou sur quelque chose qui vient de se passer. C'est difficile de démarrer. Donc, si on a l'IA qui fait un pré-draft et puis après de dire « Ah non, ça c'est n'importe quoi, c'est faux, j'aurais dit de cette manière-là, etc. » En fait, ça a déjà été extrêmement utile. Ça peut être utile dans la relecture, ça peut être extrêmement utile dans la recherche, si on s'en sert correctement aussi pour aller faire des recherches complémentaires, pour faire des recherches approfondies sur certains sujets, ça va être extrêmement utile. Enfin, donc ça peut être utile à plein de niveaux de création, que ce soit sur de l'idéation, que ce soit sur du draft, de la relecture, de l'approfondissement. Chacun peut s'en servir à sa guise. Moi, je m'en sers énormément, mais il faut que le poste me ressemble. Donc, voilà, exactement. Et ça, c'est l'opportunité de pouvoir avoir des outils qui, aujourd'hui, se customisent avec sa manière d'écrire. C'est ce que j'allais te demander en fait. Ouais. Parce qu'en fait, une ou deux fois où j'ai utilisé, non pas pour créer, mais pour améliorer un post, j'ai préféré ma version originale parce que je me disais que ça ne me ressemblait pas. C'était plus ma voix en fait, c'était plus authentique, ça paraissait un peu kitsch. Et en fait, donc c'est ça la question que je me posais. Si je continue à feed in justement ces histoires originales, est-ce que l'IA va apprendre « Ah ben c'est ça son style ». Donc la prochaine fois, je vais… Pas de manière aussi directe. Mais oui, toi, tu as plein d'outils, tu as plein de différentes options, que ce soit sur Claude, sur ChatGPT, pour pouvoir l'entraîner avec des écrits que tu as rédigés, sur lesquels tu es satisfaite du rendu et tu trouves que c'est toi, et tu vas lui demander soit de faire de l'analyse d'écriture pour réutiliser ces mots-là dans la manière dont tu vas prompter, soit lui dire réécris ce genre de choses à cette manière-là. Et donc là, tu as beaucoup plus de chances pour que ce soit proche de son style. Et ça, c'est très facile à faire en fait. Et c'est souvent ça que les gens ne voient pas immédiatement sur le fait de pouvoir et dire oui, mais si c'est pas moi qui vais l'écrire, oui, mais il y a une part de toi parce que ça a été entraîné sur des choses que toi tu as faites ou que tu as aimé. Donc je peux même lui demander de rédiger un discours à la Steve Jobs ou de me rédiger un texte à la Victor Hugo, mais ça va pas être moi sur les réseaux, mais je peux m'amuser à le faire. C'est des exercices qui sont sympathiques à faire si on a envie de s'entraîner et de s'amuser avec l'IA. Et pour les marques, en fait, le bénéfice, il est même encore plus fort dans la mesure où
Combien de fois, dans les agences de pub, on crée des personnalités aux marques. On leur dit, on crée des valeurs et à partir de ces valeurs-là, il faut qu'elles se incarnent ces valeurs. Elles ont donc une personnalité, donc elles ont un tone of voice. Mais combien de personnes, avec ce descriptif-là, arrivent à appliquer cette personnalité de la marque dans l'écriture? C'est extrêmement compliqué. Même les meilleurs copywriters, ce n'est pas évident pour eux. Donc imagine des commerciaux, des community managers, des financiers dans les rapports, etc. etc. Aujourd'hui, avec l'IA, on a l'opportunité d'avoir une consistance au niveau de la communication de la marque. Et ça, c'est une opportunité qui n'est jamais arrivée pour uniformiser cette communication. Et on peut avoir des commerciaux qui vont avoir le même tone of voice. Alors peut-être qu'on ne va pas vouloir, peut-être que dans certaines marques, on veut que chaque commercial ait sa propre personnalité. Peut-être que dans d'autres, on voudra, non, on veut que la marque, elle est plus forte que chaque personne et on veut que quand nos commerciaux prennent la communication, il y ait ce tone of voice. Et ça va être valable pour des HR quand ils vont faire des job descriptions ou des communications avec les candidats, que ce soit pour prendre rendez-vous ou leur dire qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Ça va être vrai dans la communication, qu'elle soit digitale ou corporate ou offline, etc. etc. Donc tout niveau d'application, aujourd'hui on peut le faire d'une manière extrêmement facile alors que c'était impossible quasiment à réaliser à un niveau commun dans tous les départements de l'entreprise. Où ça prenait des mois, des années. Et puis au final, les seuls exemples que je connaisse vraiment par rapport à ça, c'est souvent dans le luxe, des marques qui arrivent à incarner. Et encore une fois, c'est très compliqué de voir par rapport à différentes marques de luxe, le différent tone of voice, entre un Vuitton, entre un… tu vois, ça va être vraiment très compliqué de voir des dissonances dessus, ou des marques très fun, tu vois. Des marques très fun comme Oasis en France. Ils ont même inventé un vocabulaire par rapport à ça avec tous leurs jeux de mots. Donc, mais à part ça, c'est quasiment impossible à faire au quotidien. Comment tu fais la distinction justement entre… Donc, il y a les entreprises que tu aides à former, accompagnement des CEO, etc. Mais aussi la puissance que moi je trouve de LinkedIn aussi, c'est que derrière la compagnie, tu as toutes les voix de tous les employés. On en parlait avant de commencer à record, où justement leur voix apporte une autre touche par rapport à la communication, par rapport à la compagnie elle-même. Il y a plus de… Tu mentionnais, il n'y a plus de confiance, c'est plus authentique quelque part. Donc, est-ce que tu trouves que, contrairement à Facebook, comme tu disais, on peut quand même garder un petit peu notre anonymat, est-ce que les gens ont, je dirais pas peur, mais hésitent à utiliser leur voix sur LinkedIn parce qu'ils ont peur de la réaction des gens, de se mettre en avant, de se rendre vulnérables, ils sont timides ou… Oui, complètement. Ouais. Au final, ce que veulent les gens, c'est… elles aiment les histoires. Et les gens aiment lire des histoires. Donc que ce soit sur des marques ou que ce soit sur LinkedIn des posts personnels, il faut savoir travailler son storytelling ou dans une certaine mesure raconter une histoire à chaque fois qu'on a un message à faire passer. Ça, c'est la meilleure manière pour que son message passe. Et c'est vrai que les gens, ils n'aiment pas prendre la parole, c'est pas naturel de faire, de dire moi je ou ce genre de choses. Donc on a énormément de peur de base qu'il faut venir casser. Et comme c'est l'avantage de LinkedIn, comme c'est un réseau qui est relativement bienveillant, et en plus on est à Maurice, donc on a des collègues, des cousins, de la famille, ce genre de choses, souvent le premier post, il va extrêmement bien marcher, ça donne énormément de confiance. De confiance en soi, oui. Parce que, comme tu disais, il y a un syndrome de l'imposteur, qui je suis pour dire mon avis, qui sont des questions que… Ouais, exactement, mais qui sont des questions que tout le monde se pose, que moi-même je me suis posé avant de faire mes premiers posts ou ce genre de choses. Mais à un moment donné, et d'ailleurs quand j'étais à Circus, je ne le faisais pas beaucoup ou pas suffisamment par rapport à ce que je voulais faire, coordonner le plus mal chaussé. Et puis une fois que je me mets à mon compte, là c'est aussi mon activité que je dois aussi marketer, mettre en avant. Et au final, ma compagnie, c'est moi-même là. Donc je n'ai plus tellement de choix si j'ai envie que ça se développe. Donc souvent, c'est quand même peut-être pas plus facile, mais un peu plus obligatoire quand c'est pour soi-même. Mais comme tu disais, les messages, ils sont 5 fois plus acceptés quand c'est un employé qui le dit plutôt que quand c'est une compagnie qui le dit. Et puis, plus on va descendre en niveau de hiérarchie, plus ces messages ils vont être acceptés, ce genre de choses. Donc, c'est l'une des manières aujourd'hui pour pouvoir communiquer, toucher les gens pour une compagnie, c'est faire en sorte de développer le personal branding de leurs employés. C'est trouver des moyens qu'ils se mettent leur expertise en avant, et quand ils mettent leur expertise en avant, ça met de fait l'expertise de la compagnie en avant, donc c'est vraiment win-win. Donc
il y a des opportunités. Et globalement, notamment même si on prend juste le côté un peu la fin du CV, LinkedIn, c'est notre vitrine. LinkedIn, il y a 99% des recruteurs qui vont voir le profil des gens, pour voir s'ils sont sur LinkedIn et voir analyser. Donc, c'est un must-do. Donc après, on n'est pas obligé de faire un post par jour, hein, loin de là. D'ailleurs, ce n'est pas du tout moi ce que j'encourage dans les formations. Mais si on est déjà à avoir un post par mois, déjà, ça montre qu'on a une certaine régularité et actif et qu'on a cette conscientisation de se mettre en avant, etc. etc. Donc, c'est des choses qui sont positives à l'arrivée. Je souris en disant ça parce que la réponse est non pour moi, mais parce qu'apparemment ça change tout le temps. Mais have you cracked the LinkedIn algorithm? Ouais, malheureusement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui l'ont. Non, c'est compliqué. Hein. Après, apparemment, ça change tout le temps. Ouais, il y a eu des récents changements au mois d'octobre, au mois de novembre, sur lesquels, pour ceux qui postaient pas mal, il y a eu une baisse de reach. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Néanmoins, comme je te dis, déjà, il y a l'authenticité, la sincérité du message. Et si on a quelque chose, une histoire à raconter, savoir la mettre en valeur d'une certaine manière, il y a une certaine fréquence. C'est vrai que si on a envie de vraiment développer son personal branding, un post par mois, ça risque de peut-être pas être totalement suffisant, peut-être un par semaine, ça va être déjà mieux. Et cette fréquence et cette récurrence, elle est importante pour LinkedIn aussi. Mais après, que ce soit post long, post court. Alors si, il y a la vidéo. Il y a la vidéo, LinkedIn qui colle un durée peu, de la vidéo. il y a LinkedIn qui colle un peu au TikTok, au Instagram et à ces Reels, ces shorts de YouTube sur lesquels la vidéo prend de plus en plus d'importance. Et donc, si on fait une vidéo, on a peut-être plus de chances de satisfaire l'algorithme de LinkedIn. Après, si tu vois la difficulté de faire un post à l'écrit sur LinkedIn ou de mettre une vidéo de soi-même, imagine la difficulté de passer à l'étape de la vidéo. Là, c'est encore un autre niveau. Et c'est peut-être, alors sauf si on prend peut-être demain, on a une compagnie qui va justement faire en sorte d'organiser des shootings pour que les employés, ce genre de choses. Mais en général, on va d'abord commencer par l'écrit avant de passer à la vidéo. Et quand le meilleur jour. Ouf. En fait, non, si. Avant, il y avait plein de publications sur le meilleur jour, c'est ça, le meilleur jour, ça. Là, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus de règles sur ça. Tu peux poster un dimanche, ton post, il peut super bien fonctionner. Moi-même, j'avais tendance à me dire, vendredi après-midi, les gens passent moins de temps sur LinkedIn. Au final, peut-être c'est même plus vrai. Allez, à la rigueur, peut-être lundi matin. Mais quoi que même plus. C'est qu'il y a tellement de monde sur LinkedIn qu'il y a toujours une audience. Là, aujourd'hui, là, on gravite, on a dépassé les 400 000, on approche les 500 000 Mauriciens sur LinkedIn. Donc là aussi, ça reste une plateforme. Pendant toutes ces dernières années, Instagram et LinkedIn sont restés côte à côte dans leur progression. Ils gagnaient 50 000 abonnés à Maurice par an, avec toujours Facebook qui était loin devant. TikTok, on n'a aucun chiffre, mais on sait que c'est très fort. Et là, depuis 3 ans, LinkedIn s'est vraiment détaché d'Instagram. Instagram est un peu en perte de vitesse et LinkedIn s'est crédibilisé. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à dépasser les 500 000. On va avoir des chiffres qui vont bientôt tomber là. 500 000 abonnés LinkedIn à Maurice. Donc là aussi, c'est un média qui est extrêmement fort. Il ne faut pas juste considérer ça comme une plateforme social media sur lesquelles on va raconter nos péripéties. Non, c'est aussi pour les marques un média sur lesquels, média cher, t'entends si on veut faire de la sponsorisation, mais c'est un média sur lequel on a beaucoup de crédibilité. Et aussi, j'ai vu récemment, je n'ai pas nommé la compagnie, mais j'ai vu récemment, tu parlais du storytelling et que justement les gens adorent l'histoire. La semaine dernière, on avait un storyteller sur le podcast. C'est que récemment, j'ai vu un conglomérat qui justement racontait des histoires pour fêter ses 25 ans ou quoi. Il y avait des petites histoires, des petites vidéos d'1 minute ou 2 minutes. Et c'est vrai que je m'arrête pour écouter alors que… Et parfois, limite, si c'est promoted, je ne vais pas nécessairement écouter. Et ça a l'air moins authentique et ça a un impact et c'est, comme tu dis, c'est plus on descend dans la pyramide, plus ça a tendance à être plus authentique et plus vrai. Et puis, je vois très bien le groupe dont tu parles, et c'est un groupe qui célèbre son anniversaire. Donc, il y a tellement de choses à raconter et puis, d'une certaine manière, il y a un héritage à ne pas perdre. Il y a une transmission de certaines choses qu'on a envie d'avoir perduré et de transmettre comme ça à des générations futures parce que c'est un groupe qui est diversifié aujourd'hui et qui soit dans l'hôtellerie ou que ce soit dans… Enfin, il y a plein d'histoires assez incroyables à raconter à tout niveau hiérarchique et on a envie de conserver cet héritage-là.
Et puis, comme tu dis, ce sont des histoires. Tu vois, et c'est raconté comme une histoire que tu as envie d'écouter si tu es un peu intéressé par la compagnie ou si tu as ta femme, ton mari qui travaille là-bas ou que toi, tu as travaillé là-bas ou que tu aspires à travailler là-bas parce que tu te retrouves un peu dans les valeurs du groupe, etc. etc. Donc, non, ce sont des choses, ce sont des contenus riches. C'est exactement ça. C'est vraiment, je trouve ça vraiment impactful. Et en parlant d'impactful, et on va terminer avec cela, j'ai toujours une question un peu completely left field. Et je prépare jamais la question auparavant, c'est ce qui me vient en tête. Quel impact aurais-tu aimé laisser dans ce monde pour tes enfants? C'est dur comme question. L'impact. Après, ce qui est rigolo, c'est que je viens de découvrir en écoutant un podcast ce qu'étaient les énéagrammes, ce qui est très connu, hein, mais je t'ai passé à côté ou j'avais peut-être déjà entendu parler, mais sans que ça m'intéressait. Et là, j'ai réécouté un podcast avec un dirigeant, avec Fred de la compagnie Fred et Farid, de l'agence de pub mondialement connue Fred & Farid, qui vante énormément les mérites de ça, sur lesquels, après, j'ai demandé à ChatGPT de faire, je lui ai dit, en fonction de ce que tu sais de moi, dis-moi quel type je serais. Ah bon? Donc sans faire un test? Non, même sans faire le test. Alors, j'ai fait un test c'est qui m'a dit quelque chose. Ouais. Et ChatGPT m'a dit la même chose. Donc, tu vois, Wow, comme quoi, il commence impressionnant. Je m'en sers beaucoup, donc il a une certaine bonne compréhension a priori de qui je suis. Donc, c'est assez rigolo. Donc, type 3, de dire peur de l'échec, comme ça. Donc, effectivement, je pense que si je peux avoir un message, alors c'est peut-être un peu égoïste, mais se dire que j'aurais au minimum contribué à quelque chose de positif. Déjà dans un cadre familial, ça sera déjà au final pas si mal. Et puis après, ce que je fais depuis 2 ans avec des formations, c'est vrai que j'ai quand même l'impression, en toute humilité, de pouvoir aider certaines personnes à comprendre certaines choses, à peut-être faire débloquer certaines situations, ce genre de choses. Donc, à un niveau tout minime, le fait de pouvoir avoir ce sentiment d'être un peu utile, c'est vrai que c'est satisfaisant, enfin, tu vois, quand tu rentres le soir et te dire que au minimum, peut-être que j'ai aidé 2-3 personnes, tu vois, sur certains points. Donc voilà, ça sera ça. Formidable. Merci beaucoup, Allez, Julien. merci à toi pour l'invitation. J'étais très content d'être là. Super.